bonjour, bonsoir, belles étoiles et bienvenue sur Canal des Étoiles. Ce soir, notre invitée, vous la connaissez, certains la connaissent déjà, c'est Perle médium. Perle, pourrais-tu dire deux petits mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, mais te dire qui tu es? Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je suis médium canal, médium depuis ma plus tendre enfance, médium de naissance et énergéticienne également. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver toutes et tous ce soir. Alors, le sujet, en fait, c'est tout ce que vous souhaitez savoir sur la nuit noire de l'âme, sur les 5 blessures de l'âme et également sur le New Age. Alors, comment on en est venu à reparler, en fait, des sujets que beaucoup connaissent, en tous les cas parce que, mais justement, il y a tellement de choses qui sont dites à ces sujets et parfois tellement tout est son contraire qu'avec Perle, on a eu cette idée de refaire un petit point. Aussi, bien sûr, il y a ces sujets qui sont aussi nommés en dehors du parcours de Flamme Jumelle et des couples sacrés. Donc, on parle de la nuit noire de l'âme, des 5 blessures, et en même temps, le New Age, c'est un petit paquet séparé. Mais en tous les cas, les deux sujets, en fait, nuit noire de l'âme, c'est quoi la nuit noire de l'âme, Perle? Parce qu'on en dit tellement de choses. Alors, je me suis amusée à aller lire en fait la définition sur Google. Et donc, c'est un canal spirituel occidental du 20e et 20e siècle qui est caractérisé par une approche électrique de la spiritualité. Voilà, donc ça, c'est la définition. Du New Age. Oui, du New Age. Du New Age. C'est bien ce qui me semblait en t'écoutant. Mais la nuit noire de l'âme, on va toujours le ressentir plutôt comme quelque chose de négatif. Et en fait, tu as tout à fait raison, Fabienne, de dire qu'il y a beaucoup d'amalgames et de mélanges. Et donc, ce soir, nous avons souhaité vraiment vous libérer pour cette fin d'année 2023 en revenant vers vous, justement, pour un petit peu faire un gros point avec Fabienne. Sur cette nuit noire de l'âme, parce que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose que nous avons remarqué, toi comme moi, hein, Fabienne, où beaucoup de personnes se fourvoient en quelque sorte en pensant avoir vécu une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, bien, c'est spécifique aux flammes jumelles. La nuit noire de l'âme, beaucoup de psychologues, de psychiatres même, iront dire que la nuit noire de l'âme, ça peut toucher n'importe qui. Non, c'est une dépression, ça peut être un burn-out aussi, mais ça sera nullement une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de spécifique. Ça n'est pas aussi sombre que ça en a l'air, puisque la nuit noire de l'âme, c'est ce qui va nous amener en tant que flamme jumelle en dernière incarnation au sortir d'un passage très très dur, hein, où on va vraiment descendre dans l'abîme, où on va aller chercher dans notre tréfonds, d'un côté comme de l'autre, aussi bien les chasers que les runners, hein, vont aller chercher dans leur tréfonds la solution pour s'en sortir, c'est renaître de ses cendres. Donc, c'est quelque chose de magnifique à la finale. Quand on sort de la nuit noire de l'âme, c'est génial. Bon, mais c'est sûr que il faut la traverser. Et la nuit noire de l'âme, ça ne va pas durer 2 jours ou 1 mois, ça dure généralement plusieurs années. Hein. C'est pas quelque chose de simple. Alors, bien sûr, en montagne russe, oui. Alors, peux-tu expliquer ce qu'est la nuit noire de l'âme dans le parcours Flamme Jumelle et à partir de quel moment, elle arrive? La nuit noire de l'âme, c'est toujours enclenché par le runner à un moment où il va y avoir le premier bug par rapport à son chaser. Le chaser ne s'en rend pas forcément compte et ne veut surtout pas s'en rendre compte au début, mais le runner ressent que ça va être trop compliqué et c'est sa première fuite finalement, quoi. C'est quelque chose qui met à mal totalement le couple parce que pour certains, ça peut être au bout de quelques jours ou quelques semaines après la reconnexion. Pour d'autres, ça peut se produire plusieurs années après la reconnexion. Il y en a même qui vont vivre ensemble, n'auront pas du tout enclenché cette nuit noire de l'âme et puis d'un coup, le runner va se mettre à fuir alors qu'il vivra avec son chaser. Et là, c'est très compliqué. Alors,
Oui, je t'écoute, dis-moi. C'est quoi? C'est la descente de l'ADN? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se Ah passe oui, ça peut s'apparenter à ça aussi, tu as tout à fait raison, oui, 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 tout à fait. Oui. Il y a aussi une descente énergétique, effectivement, on va chercher dans le tréfonds, euh, mais c'est avant tout, je dirais, le fait de totalement se remettre en cause. Alors oui, l'ADN se transforme, oui, pendant la nuit noire de l'âme, effectivement, ça va être la transformation de l'ADN, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on est en immense souffrance et rien ne peut nous permettre d'en sortir si ce n'est d'accepter cette souffrance en quelque sorte. C'est vraiment le travail du côté du chaser. Évidemment, je suis ex-chaser, hein, donc bon. Mais après, bon, du côté du runner, je connais aussi parfaitement. L'ex-chaser, enfin le chaser, pardon, durant la nuit noire de l'âme, va être vraiment dans le fond du seau à travailler sa dépendance affective à fond. Ce qu'on appelle la dépendance affective au sens premier du terme. Ce qui va lui permettre, et c'est ce que je dis souvent en consultation privée, ce qui va lui permettre de sortir la tête de l'eau ou de garder la tête hors de l'eau au chaser, ça va être d'exercer sa mission d'âme. Pour le runner, être dans la nuit noire de l'âme, alors heureusement, la nuit noire de l'âme, elle va être concomitante aux deux, mais heureusement que quand d'un côté, l'un des deux est vraiment dans le fond du seau, l'autre n'y est pas. Autrement, comme il y a un échange énergétique permanent, on n'arriverait pas à s'en sortir ni d'un côté ni de l'autre. Mais quand il y en a un des deux qui va commencer à s'en sortir, c'est l'autre qui va plonger. Et oui, bien sûr. N'empêche que la nuit noire de l'âme sera toujours là pour les deux, parce que les deux ont à se l'encaisser en quelque sorte, et ils vont s'auto-soutenir énergétiquement, à minima, voire en se voyant de temps à autre ou de façon plus ou moins régulière. Mais la nuit noire de l'âme, c'est avant tout lâcher donc cette dépendance affective, ou le plus possible en tout cas, pour aller vers la meilleure version de soi-même en conscience. Durant la nuit noire de l'âme, on va enclencher en conscience le travail transgénérationnel, on va enclencher en conscience les régressions karmiques en quantité, pour aller chercher ce pourquoi on s'est incarné réellement. Question que l'on n'a pas vraiment à se poser quand on n'est pas flamme jumelle, quoi. Il y a une question ici, peut-on faire plusieurs nuits noires de l'âme? Non, on n'en fait qu'une, heureusement, mais qui peut durer plusieurs années, qui dure plusieurs années. Alors effectivement, nous pouvons avoir l'impression de replonger par moment, mais c'est toujours la même chose finalement, c'est que nous n'en sommes pas sortis. La nuit noire de l'âme, c'est une période bien déterminée, bien définie dans l'évolution, dans le processus du parcours. Alors, je vais d'abord répondre à la question, enfin, je vais te demander peut-être de répondre à cette question, puisqu'effectivement, il y a une question qui est en fait aussi la base, le runner et le chaser. Et donc, Laurence pose, qu'est-ce que le runner? Oui. Nous ne sommes pas revenus dessus, désolé. Effectivement. Le chaser et le runner, bien justement, ça va être le sujet suivant, hein, les 5 blessures de l'âme. Comment définir qui est chaser, qui est runner? Le chaser, c'est celui qui va travailler sur la blessure d'abandon avant tout. Le runner, celui qui va travailler sur la blessure de rejet. Du côté du chaser, il y a 5 blessures originelles. Donc, du côté du chaser, vont venir s'y adjoindre à la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, tandis que du côté du runner, il ne restera effectivement que le rejet. Mais ô combien importante, puisque c'est une blessure qui va conditionner toute l'évolution du runner. On va peut-être, on prendra les blessures, les 5 blessures de l'âme ensuite. On va peut-être expliquer ce que sont les blessures d'abandon et de rejet ensuite. Je ne sais pas comment tu veux faire, Fabienne, je t'écoute. Mais comme on parlait encore de la nuit noire de l'âme, mais je trouvais important et intéressant en fait de répondre peut-être à Laurence, puisque effectivement, ici on est en train de parler, je veux dire, comme si tout le monde connaissait bien le sujet des flammes jumelles, et effectivement, donc autour de nous, il y a encore des personnes qui se posent des questions, qui sont peut-être tout à fait en début de parcours ou qui n'ont jamais entendu parler aussi de flammes jumelles et qui sont effectivement présentes. Donc c'est une question que qui est intéressante de poser déjà pour que Laurence puisse
Qu'est-ce que le runner et qu'est-ce que le chaser, donc, de toute façon? Tout à fait. Ça va de pair, évidemment. Chaser runner, c'est ce qui va caractériser la dernière incarnation une fois la reconnexion faite à son autre. Ça ne va, ça ne va concerner que les flammes jumelles, bien évidemment. Flammes jumelles signifiant dernière incarnation. Et on s'en rend compte concrètement parlant dans la matière quand on est dedans, bien sûr. Antérieurement, on peut ressentir qu'on est en dernière incarnation, on peut en avoir l'information, on peut, si on est médium, on peut ressentir effectivement que on avance, on évolue, mais ça n'est pas parce qu'on est médium qu'on est en dernière incarnation, même pas ça. Hein. Pour vraiment entrer, savoir de plein pied, être sûr qu'on est en dernière incarnation, bien c'est que l'on a reconnecté à son autre et qu'on sait à coup sûr qu'on est flamme jumelle. On peut reconnecter à son autre et ne pas être flamme jumelle. On peut aussi être âme jumelle, c'est-à-dire avec son autre, mais on n'est pas en dernière incarnation. Donc, on ne va pas venir travailler les blessures originelles de la même manière, voire quasiment pas du tout. On peut aussi être, bien sûr, âme sœur sacrée. On viendra travailler les blessures, mais on n'est pas en dernière incarnation. Et ça n'est pas son autre. C'est son autre, mais pas l'autre moitié de son âme. Voilà. Flamme jumelle, ça signifie aussi les deux parties de la même âme qui ont reconnecté. Et ça remonte à l'origine des temps. Donc, ce sera peut-être pour autre chose, une autre, parce qu'on ne peut plus tout dire là, ce sera plus possible. Parce que je vois que les questions commencent à abonder. Donc, je vais demander, en fait, donc, je vais afficher la question donc, de Sylvie, qui parlait, donc, la nuit noire de l'âme et les blessures de l'âme font-elles partie, en fait, d'état modifié de la conscience, de ton point de vue? Ça fait partie de l'état modifié de la conscience et c'est une modification d'état de conscience. Durant la nuit noire de l'âme, c'est là que l'on va le plus évoluer, d'où ce que je précisais dès le début. Hein. C'est vraiment le côté positif de la nuit noire de l'âme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On n'est plus les mêmes quand on sort de la nuit noire de l'âme. Notre entourage ne nous reconnaît plus. Surtout notre entourage familial qui nous a toujours connus se rend compte que nous ne sommes plus les mêmes. Nous trouvons notre place au sein de la famille là où nous avions tant de problèmes à la trouver. Nous trouvons notre place auprès des amis, du relationnel, là où antérieurement nous acceptions l'inacceptable. Ça va surtout être vrai, ce que je suis en train de dire, du côté du chaser. Pour le runner, ça le sera aussi, mais de façon moins flagrante. Ça se fera progressivement et ça continuera à progresser durant la seconde partie de parcours, hein, pour s'affirmer et montrer tous ces changements par rapport à tout son entourage, amical comme familial. Le runner change aussi, hein, mais de façon plus subtile en apparence en tout cas. Mais oui, c'est un état modifié de conscience, oui, tout à fait. C'est une élévation spirituelle, c'est une recherche de sa vérité, c'est une recherche de la vérité, entre guillemets. C'est aller chercher aussi dans les vies antérieures, donc en faisant des régressions karmiques, tout ce que nous avons pu vivre, parce qu'effectivement, tout ce que l'âme a déjà vécu antérieurement, elle ne va pas le revivre en dernière incarnation. C'est un travail qui est déjà fait. Donc, on se le réapproprie au fil du temps. Ça va être fondamental, bien sûr, en dernière incarnation pour justement aller dans sa mission d'âme, par exemple, et vers la meilleure version de soi-même. Et après, en fait, avoir justement dépassé cette période, est-ce qu'on fait des sauts quantiques? Ah oui, bien sûr. On en fait même durant la nuit noire de l'âme. On peut même en faire antérieurement avant d'avoir reconnecté à son autre, hein, bien sûr. Hein. Des sauts quantiques, bien sûr. C'est quelque chose qui va participer à l'élévation, mais là où ça va être en conscience et où ça va être utile, et notamment pour sa mission d'âme, ça va être de les faire justement par rapport aux autres. La mission d'âme, c'est avant tout tourner vers le règne du vivant, que ce soit le règne végétal, le règne animal ou le règne humain. La mission d'âme va toujours toucher à minima l'un de ces trois domaines, bien évidemment. Et donc, c'est toujours remettre les êtres qui viennent à nous sur leur chemin de lumière. Donc, effectivement, les sauts quantiques vont être essentiels pour prendre conscience de ce que l'on est venu faire terrestrement parlant, bien sûr. Et donc, Sylvie pose
une question, donc peut-on faire sa nuit noire de l'âme avant la reconnexion sans savoir à ce moment-là? C'est juste impossible. J'évoquais tout à l'heure en parlant, je ne sais plus de quoi, des 5 blessures de l'âme ou de la nuit noire de l'âme. Si, la nuit noire de l'âme, justement. C'est ce que je disais. Des psychologues, voire des psychiatres, font état de nuit noire de l'âme. Oh là là, vous avez fait votre nuit noire de l'âme, vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, alors que la personne n'est pas dans une relation sacrée. Soit ne pas être dans une relation sacrée, soit avant la reconnexion à son autre, ça ne peut pas être la nuit noire de l'âme au sens flamme jumelle du terme, quoi, le vrai sens du terme. Ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, mais en aucun cas une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est au bout du bout descendre dans ses profondeurs pour aller chercher ce que nous sommes et aller toucher notre vérité pour en ressortir comme le phénix. Donc, en aucun cas, la nuit noire de l'âme ne peut se faire avant la reconnexion. Ça peut être une dépression, ça peut être des choses terribles qui donnent cette impression de pouvoir avancer plus facilement ensuite durant la nuit noire de l'âme. Ça, c'est possible, effectivement. Ça peut être aussi une libération karmique, une dépression pour une libération karmique avant la reconnexion à son autre. Ça peut faire avancer les choses. Ensuite, de façon un petit peu plus douce durant la nuit noire de l'âme. Mais la nuit noire de l'âme, c'est impossible que ça se fasse avant la reconnexion à son autre. C'est impossible, impossible. Et quand des personnes alors qui ne sont pas nécessairement en parcours nous parlent de je viens de sortir de ma nuit noire de l'âme ou je suis dans dépression. Une dépression. Donc même si des professionnels enfin, voilà, disent que c'est une nuit noire de l'âme, mais c'est pas du tout le propos. Alors maintenant, à la décharge des psychologues ou des psychiatres ou des psychanalystes qui seraient face à des personnes qui sont réellement en nuit noire de l'âme parce que flamme jumelle, hein, et ayant reconnecté à leur autre, peuvent assimiler effectivement d'autres patients à eux qui auraient des symptômes similaires à cette nuit noire de l'âme, dire bah oui, bah vous êtes dans la nuit noire de l'âme, parce qu'ayant vu des flammes jumelles effectivement être dans la nuit noire de l'âme, c'est sûr que la nuit noire de l'âme, ça peut s'apparenter sous bien des aspects à une dépression au dernier degré, ça c'est clair. Quand on en est passé par là, on ne souhaite plus y passer, ça c'est clair. C'est vraiment une descente dans les tréfonds, hein, vraiment. Combien de temps peut durer une nuit noire de l'âme? Moi personnellement, la mienne, elle a duré 4 ans et 9 mois. Entre la mienne et celle de mon jumeau, ça a duré 4 ans et 9 mois. Ça peut durer, il y en a pour qui ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ça va dépendre du travail que l'on fait sur soi, mais en aucun cas, ça ne durera 2 mois, hein, bien évidemment. Hein. C'est vraiment la nuit noire de l'âme. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas ajouté. La nuit noire de l'âme, quand j'évoquais le fait que c'est aussi revenir faire des régressions karmiques en quantité, revenir sur des vies antérieures vraiment sous tout un tas d'aspects différents, aussi bien en conscience, en état de conscience modifié, sous hypnose que dans nos rêves surtout. On a laissé des choses en suspens dans toutes nos vies antérieures. Ça n'était pas ce qu'on était venu travailler. La nuit noire de l'âme est aussi faite pour que l'on aille, grain de sable par grain de sable, les enlever. Donc, c'est aller aussi chercher dans ces vies antérieures, d'où l'importance d'accepter l'idée de faire des régressions karmiques. Ceci étant dit, je mettrai toujours un bémol à ça. Les régressions karmiques que l'on fait, la source fait toujours très bien les choses, le timing divin est toujours parfait, ne jamais le perdre de vue. Tout le monde fait une immense quantité de régressions karmiques via ses rêves, que vous vous en souveniez ou non, que vous soyez en dernière incarnation ou non d'ailleurs, quand vous avez quelque chose à vous réapproprier, la source va vous le faire, vous le réapproprier via vos rêves principalement. Vous pouvez le faire lors d'une méditation, vous pouvez faire, mais ne forcez pas les choses, ça ne sert à rien et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne sert à rien de se dire je vais démultiplier les consultations et je ferai plein de régressions karmiques, ça va me faire avancer. Oui, mais si c'est pas dans le bon ordre, si ce ne sont pas les régressions karmiques que vous devez faire, ben, ça ne vous servira à rien, sinon à vous bloquer. Il faut laisser le timing divin se faire. Ça va être important. Maintenant, vous pouvez aussi vous faire aider, bien évidemment.
C'est pas mon propos n'est pas celui-là. Mais le timing divin va être vraiment le plus important. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Je peux pas le dire plus directement. Voilà. C'est pour ça que la nuit noire de l'âme dure un certain temps. Et comment peut-on définir, comme tu disais, que ça a duré 4 ans et 9 mois, mais le début et la fin, et aussi précisément que tu… On sent le changement. Alors déjà, à l'enclenchement, bien, c'est le runner qui se met à fuir, c'est la première fuite du runner, hein, ça peut être le premier tacle, et le chaser au début est super mal, dit non, non, je veux surtout pas voir ça. Et le chaser va être dans le déni au début, bien évidemment, hein. Ça semblait tellement fluide et le runner avait tellement couru après son chaser que quand le chaser se sent abandonné la première fois par son autre, c'est hyper souffrant. On ne veut surtout pas voir ça. Ça, c'est l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Quand on en sort, c'est le runner qui en sort aussi, hein, qui en fait sortir le couple. Le runner va changer de comportement. Ça va être le premier retour stable, je dirais, réel. On sent qu'il y a vraiment un changement comportemental chez le runner. Et là, on sort de la lumière de là. Okay. Je demanderais peut-être à toutes les personnes présentes de bien vouloir poser des questions sur le sujet, parce que je vois ô combien il y a un engouement de poser des questions, savoir si on est bien sur le parcours flamme jumelle, la différence entre âme sœur et flamme jumelle, etc. Donc, si on a l'occasion, on répondra peut-être après, mais on va d'abord aborder les sujets, si vous voulez bien, en fait, qui étaient prévus à la base. Donc, c'est ici pour l'instant la nuit noire de l'âme. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet avant qu'on aborde, bien sûr, l'autre sujet, qui est un sujet aussi important. Donc, je regarde d'abord s'il n'y a pas de questions encore sur la nuit noire de l'âme. J'en vois une. Comment savoir si on est sorti de la nuit noire de l'âme? Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, je n'avais pas encore vu la question. J'allais dire. Et pour sortir, comment être sûr d'en être définitivement sorti? C'est le runner qui en fait sortir, clairement. Mais comme c'est le runner qui va de toute façon toujours enclencher étape par étape la suite du parcours. Autant c'est le chaser, le moteur de la relation, autant c'est le runner qui va enclencher étape par étape les étapes à suivre en changement de comportement. Mais comment en être sûr? On se sent aussi beaucoup plus aguerri des deux côtés. On sent, comment je peux dire ça? On sent que il n'y a plus une peur. Du côté du chaser, il ne va plus y avoir la même appréhension quant à la dépendance affective de perdre son autre. Pour le runner, enfin quoi que le chaser peut encore être très attaché, en enclenchant la pré-réunion puis la réunion vers la vie commune, le chaser peut encore être très attaché, encore dans la dépendance affective et encore accepter l'inacceptable. Mais ça ne sera plus l'effondrement, ce ne seront plus des peurs au point de ne plus pouvoir réagir, d'être complètement statufié. Oui, on n'en est plus là. On sent vraiment beaucoup plus de fluidité et les choses qui reviennent comme avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, finalement. Et du côté du runner, c'est pareil. Il y a beaucoup moins de fuites. Alors, il peut encore y avoir des fuites, effectivement, ça, jusqu'à ce que le runner vienne chercher son chaser par la main, il peut vraiment, le runner peut vraiment, homme comme femme, 100%, peut vraiment fuir. Mais ce seront des fuites moins brutales déjà. Et puis, pour lesquels le runner reviendra. Tandis que durant la nuit noire de l'âme, bien, c'est très compliqué pour le runner de revenir et c'est plutôt le chaser qui va s'y coller au retour, généralement, vraiment. Voilà. Alors, merci pour toutes ces questions. Alors ici, c'est est-ce que la nuit noire de l'âme peut se manifester aussi après un coma ou à une reconnaissance physique, psychologique? Une renaissance physique, psychologique? Si c'est un coma après reconnexion à son autre, suite à un accident, suite à un AVC, suite à que sais-je, oui, en ce sens où ce sont des cas très spécifiques. Mais oui, ça peut effectivement se produire. On peut enclencher la nuit noire de l'âme parce que le runner a tellement peur de perdre son autre que effectivement
ben, il se met à fuir totalement. Ça peut se faire à la suite d'un coma. Mais j'aurais tendance à dire que à la suite d'un coma qui n'a aucun rapport avec le lien flamme jumelle à proprement parler, on n'entre pas dans la nuit noire de l'âme. Non, non. C'est une renaissance, un coma. Après un coma, on peut être dans une renaissance, mais ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Après un coma, par contre, effectivement, et durant le coma surtout, on peut faire des décorporations qui vont nous permettre d'accéder à d'autres dimensions. Ça, c'est encore autre chose. C'est un tout autre sujet. Et c'est d'ailleurs quelque chose de fantastique. On n'a pas nécessairement besoin d'entrer dans le coma pour être en état de conscience modifiée et accéder à d'autres dimensions. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, oui, effectivement. Et dans le coma, par contre, on peut y accéder facilement. Oui. Alors, on continue dans le sujet. Quand nous sommes dans la nuit noire de l'âme ou dans une autre étape, faut-il être accompagné par des thérapeutes ou des personnes hors parcours? Par des thérapeutes flammes jumelles. Et je vois que c'est précisé et c'est exact. Bon, ceux qui me connaissent en plus le savent. Oui, effectivement. Être accompagné par des thérapeutes, oui, mais ne pas en attendre de miracle. Ça n'est pas le thérapeute qui va faire le travail à votre place. C'est souhaitable d'être accompagné, oui, mais avec parcimonie. Si c'est pour vous conforter dans l'idée qu'un thérapeute vous accompagne pour vous soutenir et non pas pour faire le boulot à votre place. Ça, oui. Est-ce qu'il est essentiel que ce soit un thérapeute flamme jumelle quand vous êtes flamme jumelle? Oui, c'est préférable si vous voulez parler de votre lien. Autrement, si vous ne voulez pas parler de votre lien, vous pouvez voir des thérapeutes qui ne sont pas flamme jumelle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous faire accompagner, peut-être parce que vous vous sentez mal, parce que vous avez besoin de parler, mais pas forcément de votre lien flamme jumelle. Vous pouvez très bien parler transgénérationnel, par exemple. Problème avec vos parents, problème avec la famille, lien avec des amis qui vous blessent, etc. Vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner parce que vous êtes en lien flamme jumelle. Mais à partir du moment où vous voulez parler de votre lien à votre autre pour évacuer les problèmes, pour trouver résonance, il faut absolument que ce soit un thérapeute qui soit flamme jumelle lui-même parce qu'autrement les autres ne vous comprendront pas. Oui, ça, c'est sûr et certain. C'est ça, en fait, c'est pas nécessaire de parler, mais en même temps, quand on va chez le thérapeute, on va quand même expliquer ce qui se passe et au travers de ça, donc soit le thérapeute ne va pas comprendre du tout s'il n'est pas lié, donc voilà, d'une façon ou d'une autre au parcours flamme jumelle. Donc ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ce que le thérapeute vous dira, c'est lâcher ce lien, c'est un toxique, c'est un lien toxique. Oui. Et puis vous ne pouvez pas le lâcher, vous faites comment? Votre thérapeute ne peut plus vous aider à partir de là. Ça va tourner en boucle, vous ne vous en sortirez pas. Et ça sera encore plus déstabilisant que si vous ne voyez personne. Donc, c'est bon. Maintenant, vous n'avez pas nécessairement besoin de parler de votre lien à un thérapeute. Ou vous pouvez avoir deux thérapeutes différents que vous voyez de façon dissociée aussi. C'est possible aussi. Alors, il y avait encore ici... Nuit noire de l'âme, est-elle réservée uniquement aux flammes jumelles? Peut-on faire une nuit noire de l'âme? C'est ce qu'on a déjà répondu aussi tout à l'heure. Les phases d'éveil spirituel, je dirais, il n'y a aucune raison de les assimiler à la nuit noire de l'âme ou à une nuit noire de l'âme. Par contre, chose que nous n'avons pas encore évoquée, quand on est sur un parcours sacré, mais non pas flamme jumelle, mais âme sœur sacrée, on va aussi avoir des moments où ça va être hyper compliqué. Ça n'est pas la nuit noire de l'âme parce que ce sera beaucoup plus... je pense que c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure. On avait une question sur peut-on avoir plusieurs nuits noires de l'âme. Si nous ne sommes pas dans un parcours flamme jumelle, mais dans un parcours d'âme sœur sacrée, on peut avoir cette impression d'avoir plusieurs nuits noires de l'âme. Mais ce ne seront pas des nuits noires de l'âme. Ce seront des gros à-coups d'incompréhension. Là encore, on peut se faire aider, bien sûr. Ce sont des gros à-coups d'incompréhension. Ce sont des gros downs, des effondrements, on peut beaucoup pleurer, mais ça n'a rien à voir avec la nuit noire de l'âme parce que on ne va pas attendre de vous que vous alliez trouver des réponses et enlever grain de sable par grain de sable tout ce qui gêne l'engrenage. C'est pas ce qu'on va attendre de vous. Ce qu'on va attendre de vous, c'est de travailler sur votre dépendance affective
d'un côté comme de l'autre. La dépendance affective du côté du masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, existe également cette dépendance affective, qui n'est pas à travailler du tout de la même façon et qui ne s'envisage pas non plus de la même façon que du côté de la blessure d'abandon. Mais en aucun cas, la nuit noire de l'âme ne peut s'apparenter à des phases d'éveil spirituel seulement. Durant la nuit noire de l'âme, on a des phases d'éveil spirituel, bien sûr, évidemment, mais c'est spécifique aux flammes jumelles. La nuit noire de l'âme est spécifique aux flammes jumelles et n'est nullement que caractérisée par des phases d'éveil. C'est vraiment une descente dans les tréfonds, c'est un effondrement. Bon nombre de personnes, flammes jumelles, vous diront, chaser comme runner, hein, je ne dormais plus, je n'arrivais plus à me lever, j'avais des maux de tête comme pas possible, je pleurais tout le temps, je tombais dans les pommes, des évanouissements hein, en quantité. Hein. Je n'arrivais plus à sortir de chez moi, et tout le temps en train de cogiter, pas que sur son autre, sur toute l'évolution possible. C'est pour ça que je dirais toujours, ce qui vous sortira la tête hors de l'eau, c'est votre mission d'âme. Pendant que vous êtes dans votre mission d'âme, eh bien, vous aidez les autres, que ce soit règne végétal, règne animal ou règne humain, vous allez vers la meilleure version de vous-même parce que vous faites ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et pendant ce temps, eh bien, vous ne souffrez pas à minima. Je ne dis pas qu'avant et après, vous ne souffrirez pas dans une même journée, mais au moins pendant ce temps, eh bien, vous êtes rayonnant et vous exprimez votre rayonnement. Alors, ça aussi, combien y a-t-il de nuits noires de l'âme chez le runner? Une seule, et là c'est la même que chez le chaser. Ça va pas être, encore une fois, le runner ne sera pas dans le fond du seau en même temps que le chaser. Le runner n'aura pas des prises de conscience en même temps que le chaser. Le runner ne travaillera pas son transgénérationnel en même temps que le chaser, mais c'est la même nuit noire de l'âme pour les deux, parce qu'on est en soutien l'un l'autre, tout simplement. Alors ici, je ne pense pas que ce soit... Il n'est pas encore revenu, je suis forcément dans la nuit noire de l'âme. Pourtant, j'ai l'impression d'en sortir. Non, non. Ça n'est pas parce que le runner ne revient pas qu'on est encore dans la nuit noire de l'âme. Nullement. Nullement. On peut être dans une toute autre phase au-delà de la nuit noire de l'âme. Hein. Ce sont toujours dans les absences de contact, dans les blancs, dans les vrais blancs qui peuvent durer plusieurs années, hein, que l'on va le plus évoluer des deux côtés. Ce n'est pas quand on est en contact qu'on évolue le plus, c'est quand on est en absence de contact. Ici, on a déjà répondu aussi. Tu as déjà répondu, je pense. Est-elle au début de l'éveil? Donc, il y a d'abord la reconnexion. Ça dépend ce qu'on va appeler l'éveil. Oui, il y a bien sûr la reconnexion, puis après on enclenche la nuit noire de l'âme. Ça dépend ce que l'on appelle l'éveil. On peut avoir des éveils spirituels bien avant la reconnexion à son autre. On peut avoir des éveils spirituels, d'ailleurs, sans être dans une relation flamme jumelle, hein, sans s'être incarné pour être flamme jumelle et en dernière incarnation. L'éveil spirituel, c'est quelque chose, qui nous permet d'évoluer. Ça va être d'ailleurs un des sujets à suivre, hein, par exemple, New Age, hein, par exemple. Hein. Mais l'éveil spirituel, ça n'est pas ce qui caractérise les flammes jumelles. En revanche, l'éveil, si Samuel veut parler de l'éveil, le réveil du côté du runner, on n'est plus dans la nuit noire de l'âme depuis longtemps quand le runner se réveille. Effectivement, là, c'est tout autre chose. Quand le runner se réveille, on va enclencher la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, c'est-à-dire on est vraiment déjà de plein pied depuis un moment dans la deuxième partie de parcours, oui, bien sûr. Ok, donc ça, c'est une partie effectivement donc, du parcours. Alors, le second sujet, c'est les 5 blessures de l'âme. Alors, Perle, raconte-nous tout, dis-nous tout, en fait, sur les 5 blessures de l'âme, parce qu'il y a aussi une certaine confusion avec les 5 blessures dont parlent les 5 blessures d'être, dont parle Lise Bourbeau, et donc, bien sûr, elle évoque les mêmes noms, donc c'est souvent, ça prête aussi à confusion. Alors, peux-tu expliquer, en fait, la différence et en même temps ce qui est spécifique
au parcours Flamme Jumelle? Alors, déjà, Lise Bourbeau a écrit son livre il y a 40 ans. Hein. Donc, à cette époque, nous n'entendions pas parler flammes jumelles comme nous en entendons parler aujourd'hui. Ceci étant dit, les flammes jumelles existaient depuis bien avant Lise Bourbeau. Hein. Le roi Salomon et la reine de Saba. De Saba. Donc, bon, c'est vieux. Hein. Donc, effectivement. Mais il y a gratitude à Lise Bourbeau d'avoir écrit ce livre. Mais lorsqu'elle écrivait ce livre, elle ne parlait pas flammes jumelles, elle ne parlait pas des flammes jumelles. Elle a bien évoqué effectivement et bien identifié les 5 blessures de l'âme, à savoir l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Elle en parle pour tout un chacun, toute personne quel que soit son âge, peut ressentir une ou plusieurs de ces 5 blessures. Ça n'est pas parce que vous venez travailler la blessure d'abandon que vous n'allez pas, à un moment donné dans votre vie, vous sentir rejeté. Au sens réel du terme, et c'est là que je m'insurgerai un petit peu dans ce que Lise Bourbeau a expliqué, c'est qu'il y a une grosse confusion entre l'abandon et le rejet. Ou plutôt, il y a un amalgame. En fait, quand vous arrivez à la fin du livre, vous avez l'impression que l'abandon et le rejet, c'est la même chose. Ben oui, effectivement, la façon dont elle l'explique, c'est la même chose. Elle a bien identifié le rejet, mais elle ne l'a pas expliqué. Elle l'a expliqué à travers l'abandon, ce qui sont 2 choses totalement antinomiques et opposées. En fait, la blessure d'abandon, alors j'ai bon nombre de consultants qui vont me dire je me suis fait rejeter par mon autre ou par n'importe qui, je me suis fait rejeter. Et quand on analyse, je dis ben non, vous vous êtes fait ou faites abandonner. L'abandon, c'est sentir que l'on va se retrouver seul et que l'on ne va pas être aimé, que l'on va se trouver lâché en quelque sorte alors que l'on a donné à l'autre ou aux autres la meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, la blessure d'abandon se caractérise par le fait de donner aux autres au point de s'oublier, de façon à avoir en retour de l'amour de ces autres à qui l'on donne. Et ça va se caractériser généralement dès l'enfance avec les parents. Oui, peux-tu parler du début, en fait? Comment s'enclenche, en fait, et comment est arrivée la nuit noire de l'âme, donc à partir de l'œuf cosmique? J'adore, effectivement, quand tu racontes cette histoire. Raconter la nuit noire de l'âme et donc l'abandon et le rejet, tu veux dire? Et le rejet, tout à fait, oui. Et en même temps, oui, cet œuf cosmique. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis effectivement ce temps et comment effectivement après on retrouve en fait ces blessures en tant qu'être incarné. En fait, à l'origine des temps, le monde était fini. On vivait tous dans un monde fini qui n'était pas du tout en évolution. En tout cas, il n'y avait pas de procréation. La procréation n'existait pas et on avançait toujours vers l'amélioration en quelque sorte de cette entièreté de ce qu'on va appeler l'un en quelque sorte, hein, L'-UN. Ce monde fini dans lequel nous évoluions, mais dans lequel nous évoluions justement. Nous mettions tout en œuvre pour tous autant que nous étions, tous les œufs cosmiques, faire évoluer encore et encore et encore ce monde dans lequel nous étions. Et nous étions tous composés, donc la composition globale, c'était des œufs cosmiques, c'est-à-dire des particules élémentaires, hein, dit autrement des particules élémentaires, le féminin en face du masculin. Et nous baignons dans l'équivalent aujourd'hui terrestre du liquide amniotique. Et puis, il y a eu le Big Bang. Alors, le Big Bang, ça a commencé par un immense bruit qui a fragilisé tous ces œufs cosmiques. Vous imaginez le féminin en face du masculin dans un œuf cosmique, dans une boule cosmique bien constituée, solide, mais ça crée un vide au centre, ça crée une fragilité. Ce liquide
amniotique, équivalent du liquide amniotique, mais non rempli finalement de ces êtres qui étaient l'un en face de l'autre. Donc ce bruit, cet immense bruit, ça a été un fracas pas possible, a déjà fragilisé tous les œufs cosmiques. À la suite de quoi, il y a eu une immense lumière et un immense souffle. C'est vraiment, on apparenterait ça à ce que l'on va appeler aujourd'hui terrestrement parlant, on peut penser à l'Apocalypse au sens où on l'entend, étant entendu que l'Apocalypse n'a rien à voir avec ça. Mais l'Apocalypse, c'est le temps des révélations, et on y viendra après. Mais ça peut aussi s'apparenter à ce qui s'est passé, par exemple, au moment de Noé, au moment où l'Atlantide a disparu, par exemple. Ça a vraiment été un moment où tout a semblé sombrer, en quelque sorte, des pluies diluviennes. Bon, eh bien, ça s'apparentera à ça, si vous voulez, le Big Bang, mais en surdimensionné. Et donc, tous les œufs cosmiques, par ce souffle et cette immense lumière, ont été scindés en deux. C'était pas un petit souffle, un petit vent à même 150 à l'heure, c'était pas ça. C'était quelque chose d'énorme. Et donc, effectivement, tout le liquide s'est répandu, est parti et s'est répandu, s'est retrouvé dans un endroit, comment je pourrais dire, agglutiné dans un endroit. Et donc, les féminins et les masculins se sont vus séparés par cet immense souffle. Et le féminin, non, celui des deux qui a fortement commotionné, mais en gros est resté sur place, c'est le chaser, homme comme femme. Et celui qui s'est vu partir dans les airs, ça va être le runner. Il a vu effectivement qu'il était rejeté. Et il a compris en instantané qu'il aurait beaucoup de mal à retrouver son autre. Et le chaser s'est senti abandonné du coup. Homme comme femme, il y a eu autant d'hommes que de femmes chaser, autant d'hommes que de femmes rejetés runner. Quand on va en rester au règne humain, par exemple, qui nous incarnons, nous, en tant qu'humains terrestrement parlant, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça, c'est encore un tout autre sujet, effectivement. Et donc, in utero, on recrée, enfin, on a en fait cet ADN, en quelque sorte, en nous. Absolument. Toutes les incarnations que l'on peut avoir depuis le Big Bang sont forcément, si vous avez été, si vous êtes celui des deux qui est resté, eh bien, toutes vos incarnations tiendront du chaser. Si vous êtes celui des deux qui a été rejeté, toutes vos incarnations tiendront du runner, bien évidemment. Ce seront toujours les mêmes blessures que vous viendrez travailler. Ok, donc il n'y a pas une incarnation où on peut être runner et une chaser. Non, c'est juste impossible. Tout remonte à l'origine des temps. Tout remonte. Par contre, le runner peut ressentir ce que le chaser vit, le chaser peut ressentir ce que le runner vit. Je n'ai pas expliqué ce qu'était la blessure de rejet, concrètement parlant, et que Lise Bourbeau, d'ailleurs, n'explique pas. La blessure de rejet, c'est le fait, pour le runner, de sentir, depuis la prime enfance, que le vrai amour, c'est très compliqué, et de ressentir qu'on n'y croit pas, qu'on n'y croit pas sur de la durée. Et quand le runner va reconnecter à son chaser, il aura peur de n'étant pas à la hauteur à certains moments ou de voir que la relation est trop compliquée, il aura peur à un moment de se faire rejeter par son chaser au moment où il ne s'y attendra plus. Le runner se dit, si je dois enlever tous mes masques et être authentique, engager la vie commune, vivre avec mon autre, un jour, il ou elle se rendra compte de l'imbécile que je suis et me rejettera. Et il détruit la relation dans l'œuf plutôt que d'arriver à ce moment critique où il se ferait vraiment rejeter par son autre et où il ne s'en remettrait pas. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne, son chaser, au runner, qu'il peut ressentir, étant l'autre partie de lui-même ou d'elle-même, qu'il peut ressentir pouvoir s'abandonner dans l'amour. Donc, le runner s'abandonnant dans l'amour, il a peur de cet amour et que cet amour n'existe pas sur du terme, puisque c'est comme ça qu'il a été formaté, notamment depuis sa plus tendre enfance en dernière incarnation.
Et comment justement le runner, en fait, en tant qu'être incarné, arrive à être ce runner avec cette blessure de rejet, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, avec ses parents, son éducation? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment il en arrive là, en fait, en tant qu'être incarné? Le runner va choisir une famille d'accueil qui va bien sûr lui permettre de lui ouvrir sa blessure de rejet en instantané et dès son plus jeune âge. Tout comme le chaser va choisir effectivement une famille d'accueil qui va lui ouvrir sa blessure d'abandon. Et le runner, pour en arriver à l'état d'adulte, à avoir cette peur de ne pas être à la hauteur, va dès sa plus tendre enfance être formaté dans la certitude que l'amour sur du terme n'existe pas. Ça va être un runner qui va se rendre compte que, par exemple, le couple que forment ses parents n'est pas un couple heureux. Sentir que il y en a un des deux qui blesse sans cesse l'autre. C'est très blessant d'être amoureux, donc, se dit le runner. Ou alors, ça va être un runner qui va se rendre compte qu'il a plein d'exemples autour de ses parents de couples qui se séparent, alors qu'ils semblaient être des couples épanouis. Et donc, ça va le conforter dans l'idée que le bonheur, sur le terme, n'existe pas. Donc, il ne faut pas trop rentrer dans le bonheur, voire il ne faut pas y accéder. Et il va chercher en permanence, dès ses premières expériences sentimentales, à ne pas aimer vraiment la personne avec laquelle il aurait une relation, mais à plutôt s'arranger pour que ce soit cette personne qui l'aime plus. Tant qu'il est avec une personne qui va lui montrer de l'intérêt et de l'amour, entre guillemets, il se dira qu'il ne prend pas trop de risques puisqu'il pourra à tout moment quitter la relation ou se faire quitter. Ça ne sera pas souffrant, il n'aime pas. Et la façon dont ça peut se caractériser aussi dès l'enfance, ça va être l'habitude de mettre des masques, de fuir chez le runner, je dirais pas forcément de mentir, mais ça peut s'y apparenter, dès son plus jeune âge. C'est fuir la réalité, c'est essayer de toujours biaiser, de toujours trouver des raisons qui font que on échappe aux corvées, on n'est pas là quand on nous demande quelque chose, quand papa ou maman nous demande quelque chose, bien on n'est pas là, des choses de ce genre, de façon à éluder en permanence. Le runner, c'est quelqu'un qui s'habitue à fuir dès la plus tendre enfance aussi. Alors que le chaser, ça va être quelqu'un au contraire qui sera toujours présent, on sait qu'on peut compter sur lui. Et qui cherche l'amour. Et qui cherche l'amour. C'est ça. Alors que justement, il n'est pas aimé. Ou en tout cas, pas assez, bien évidemment. Il y a vraiment un manque. Pour le chaser, il y a un manque d'amour. Et pour le runner, bien c'est peu importe qu'il y ait ou pas de l'amour, parce que c'est ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas rentrer dans le runner. Parce qu'on l'a vraiment éduqué comme ça. On le pousse à être, enfin voilà, plus à douter des sentiments en fait. On le pousse, voilà, et on le pousse à aussi être très dans la matérialité. Travaille à l'école, et des amis, amuse-toi aussi, mais ça va être vraiment plutôt se tourner vers les autres. Tandis que le chaser, lui, oui, se tourner vers les autres éventuellement, mais c'est surtout travailler pour son entourage immédiat, familial, pour espérer avoir un retour de l'amour, oui, effectivement. Alors, je vais poster une remarque, en fait, sur le Big Bang et un ancien paradigme théorique. Alors, James Webb, oui. Autre chose, je ne suis pas sûre du tout, moi. Je ne suis pas sûre du tout. Aller chercher des preuves scientifiques, c'est top. J'adore. Là, d'ailleurs, j'ai quelque chose, je pense que j'en parlerai dans une vidéo ultérieurement parce que j'ai quelque chose à aller chercher. Une scientifique, une consultante scientifique, justement, m'a donné une information très intéressante. Donc, j'en parlerai dans une vidéo. Je vais aller chercher par moi-même et il y a des choses qui m'intéressent. Mais j'ai de plus en plus de consultants et de consultantes qui sont des scientifiques et on parle de choses très intéressantes. On ira chercher des preuves scientifiquement de Big Bang ou de non-Big Bang. J'ai envie de dire, on s'y prend à l'envers.
Bien sûr que le Big Bang a existé, mais pas nécessairement au sens où les scientifiques pouvaient l'entendre. Bien sûr qu'il y a un monde qui a enfin, il y a un monde, il y a une singularité qui a explosé, qui s'est expansée. Ça, c'est une certitude. C'est ma certitude et c'est ma vérité, évidemment. Mais je suis remontée, sans le vouloir vraiment, hein, à l'origine et à ce moment du Big Bang. Donc, effectivement, quand j'évoquais il y a quelques minutes, parce que Fabienne, tu me posais la question, tu me demandais de raconter. C'est quelque chose, effectivement, que j'aime raconter, parce que je trouve ça extraordinaire, ce qui s'est passé à l'origine des temps. J'ai eu cette chance de retourner à l'origine des temps, au moment du Big Bang, en tant que médium. Je ne suis pas la seule à le faire, hein, on est un certain nombre à l'avoir fait déjà, hein, bien sûr, hein, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement faire, c'est quelque chose que la source nous offre à un moment donné de notre vie. Donc le Big Bang a bien existé, mais pas forcément comme les scientifiques l'entendaient, je suis d'accord, effectivement. Je n'ai Est-ce pas qu'il y a eu certitude. plusieurs Big Bang? Euh, Oui, il y a eu plusieurs Big Bang et il y en a tous les jours, à mon sens. En tout cas, en tant que jour terrestre, oui, bien sûr, en ce sens où il y a eu un Big Bang il y a maintenant des éons, des milliards d'années, euh, qui a formé notamment la Voie lactée et d'autres galaxies euh, proche de la Voie lactée, ça émane du même Big Bang, mais dans d'autres endroits de l'univers, il y a des Big Bang, bien sûr. C'est un petit peu l'infiniment petit est toujours à l'image de l'infiniment grand, hein, j'y reviendrai toujours. Hein. C'est un petit peu comme terrestrement parlant. Vous avez à un endroit une tornade, ben, c'est pas pour autant que il y a eu une tornade, je vais vous dire n'importe quoi, en Californie, c'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas une en Russie. Euh, Bien évidemment. Et puis il y en aura peut-être une après. Euh, en Australie. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a eu à un endroit donné du cosmos un incident Big Bang, entre guillemets, qu'il n'y en a pas à d'autres endroits du cosmos, ultérieurement et même antérieurement, bien sûr. Et du coup, ben, tout travaille sur soi. Le Big Bang, c'est quelque chose qui a permis à la matière de s'expanser, mais arrivera un moment où elle est depuis son expansion, depuis que son expansion a terminé, elle va dans l'autre sens, bien sûr. Hein. On a toujours des effets en quelque sorte de va-et-vient. Hein. C'est un petit peu comme les vagues de l'océan, par exemple. Il y a le sac et le ressac. Ça peut s'apparenter à ce genre de choses aussi. C'est un cycle. C'est un cycle, c'est ça, c'est un cycle. Tout ça pour ça, comme me diraient certains consultants. Tout ça pour ça. Quand on aura fini de bosser, qu'on aura retrouvé notre singularité, eh bien, il y aura peut-être un autre Big Bang et on sera obligé de tout recommencer. C'est ça. Donc, c'est retrouver en fait sa complétude, Son entièreté, son entièreté, son équilibre individuellement. féminin, son équilibre féminin-masculin en soi. Et au moment, bien sûr, puisqu'on est aussi en complétude avec son autre, mais en même temps, il est important, et je pense que tout ce parcours nous fait travailler aussi dans cette complétude à l'intérieur de nous-mêmes. Et au moment où il y a la reconnexion, ben, on est vraiment dans la complétude avec le duo. Absolument. Quand le runner vient chercher son chaser par la main, c'est que le travail sur les blessures est terminé, bien sûr. Ou en tout cas, qu'on peut vraiment l'expérimenter à fond et qu'on n'a plus du tout les mêmes blessures de la même manière. Quoi. Il n'y a plus de fuite du côté du runner et il n'y a plus de peur d'être abandonné du côté du chaser. Quoi. Il n'y a plus de dépendance affective. Il y a encore un travail qui se fait au moment où on est en réunion. Est-ce qu'il y a encore un travail sur les blessures qui se fait sans pour ça être, comme tu dis, vraiment dans l'abandon ou dans le rejet, mais j'imagine qu'il y a encore des résidus. Oui, 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 bien sûr, parce que effectivement, le travail est fait, mais reste perdure des habitudes, des façons d'être, hein, des deux côtés, bien évidemment. Mais après, on en rigole et le chaser vient repêcher son runner et le runner vient repêcher son chaser et on n'en est plus là, quoi. Mais tant qu'on est en vie, c'est qu'il y a une raison pour que l'on soit en vie et c'est qu'on a toujours une évolution à avoir.
et toujours notre mission d'âme à remplir, quelque part, bien sûr. Mais surtout, c'est qu'on a toujours une évolution qui est en cours, bien sûr. Tout simplement. Notre tour de roue n'est pas fini, c'est qu'on a encore à bosser. Tant mieux. Alors, je vois encore des questions, donc j'en vois pas spécialement sur les 5 blessures. Mais par contre, je vois encore des questions sur effectivement la différence entre la relation âme-sœur et flamme jumelle, la longueur du parcours. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Peut-être la durée minimum du parcours flamme jumelle. La durée minimum, bon, Anna Bella, j'espère que ça fait pas 3 jours que vous avez reconnecté, n'est-ce pas? Après 2012, donc depuis effectivement. Ça ne change rien. Après ou avant 2012, la seule différence à partir de 2012, c'est effectivement que bien, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Ah oui, en 2012. Il n'y avait pas de hasard que le calendrier Maya s'arrête, par exemple, tout coïncide. Hein. On est vraiment entré dans l'ère du Verseau. Et ce qui a changé, c'est en fait le fait que la Voie lactée, toute la Voie lactée, toute notre galaxie a commencé à entrer de plein pied, je dirais, de façon définitive pour ne plus revenir en arrière et que ce soit constant, et entrer dans ce fameux anneau d'Alcyone, hein, dont je parle dans certaines vidéos, effectivement. Un anneau de particules de photons, donc qui nous permet d'évoluer autant que nous évoluons depuis 2012 notamment. Mais l'évolution avait commencé largement antérieurement et de toute façon, l'évolution est constante hein, finalement, bien évidemment. Après, y a-t-il une durée minimum? La durée minimum, ça va être la durée minimum pour que les 2 demi-âmes déjà arrivent à évacuer tout ce qu'elles auront à évacuer des vies antérieures qui aura été laissées en suspens, ce que j'évoquais tout à l'heure. La durée minimum, ça va inclure aussi le fait de travailler tous en transgénérationnel, d'être consciente de tout et de trouver vraiment sa place au niveau de la famille. Ça va aussi impliquer, la durée minimum va aussi impliquer le fait d'être à fond dans sa mission d'âme des 2 côtés. La durée minimum va aussi impliquer le fait d'avoir totalement travaillé sur soi dans l'amour inconditionnel et vers l'amour inconditionnel. Donc, pour avoir travaillé tout ça, on peut le calculer comme on voudra. Il faut quand même compter 8-10 ans. Hein, on dira 8, 10, 12 ans, c'est une périodicité minimum normale. Après, il y a des parcours qui sont beaucoup plus longs, bien sûr. Hein. Tout va dépendre de ce qu'il y a à solder de toutes nos vies antérieures, du karma, du transgénérationnel, le travail sur la mission d'âme, comment on enclenche ce travail sur la mission d'âme. Est-ce qu'on s'y met vraiment rapidement après l'enclenchement, après la reconnexion à son autre, ou est-ce qu'on ne s'y met pas? Tout ça va faire que ça va allonger, bien sûr, la durée pour voir le couple évoluer réellement. J'ai des flammes jumelles qui vont se mettre ensemble au bout de 50 ou 60 ans après la reconnexion. Ça, c'est souffrant et en même temps, c'était écrit. Ils se sont incarnés, ils l'ont acté avant de se réincarner, quoi. Et c'est OK. Ils se rendent compte au bout du bout qu'ils avaient besoin de tout ce temps pour évoluer sur eux-mêmes, quoi. Mais je sais que tu adores cette question-là. Y a-t-il des parcours longs et des parcours courts? C'est souvent une question. Voilà, je viens de répondre. Oui, il y a des parcours longs, c'est sûr. Vaut mieux effectivement être sur un parcours qui va durer 8 à 10 ans avant d'être ensemble que d'être sur un parcours qui va durer 50 ou 60 ans. On est d'accord. Maintenant, le but n'est pas que le couple flamme jumelle soit réuni. Le but premier de la source, oui, on sera réunis au bout du bout. Autrement, on n'est pas sur un parcours flamme jumelle. Mais le but premier de la source n'est pas que nous soyons ensemble.
Si vous attendez d'être avec votre autre, que vous soyez chaser ou runner, en vous disant chic, génial, je suis flamme jumelle, donc on sera ensemble et que vous ne faites rien sur vous, vous n'avancerez pas, vous ne serez pas ensemble. Vous serez peut-être ensemble momentanément et puis ça repartira en cacahuète derrière parce que vous serez resté dans le couple trop terrestre. En aucun cas, quand on est flamme jumelle, on est dans un couple traditionnel. On peut l'être dans un premier temps si ça avance très rapidement, de façon sereine, après la reconnexion. J'ai déjà vu des couples flammes jumelles qui vivent ensemble au bout de quelques mois, achètent une maison, travaillent ensemble, ont des enfants, tout roule bien, tout va génial, jusqu'à ce que le runner aille voir ailleurs, parce que justement, bien, le travail n'est pas du tout fait sur les blessures. Et là, s'enclenche réellement le travail. Donc, on n'a pas avancé pendant qu'on était ensemble et qu'on ne travaillait pas sur les blessures, on n'a pas avancé sur le parcours. Donc, le but premier de la source n'est pas qu'on soit dans un couple traditionnel. Le but premier de la source, c'est que l'on remette sur leur chemin de lumière les êtres qui viennent à nous. Je ne peux pas le dire autrement, c'est toujours la définition que la source m'en a envoyée depuis que je suis petite. Hein. La source m'a toujours donné cette définition pour les flammes jumelles. Toujours, toujours, toujours. Quel parcours! Quel parcours! Mais c'est tellement évolutif, c'est tellement libérateur au bout du bout que il n'y a plus du tout de dépendance ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça, le parcours flamme jumelle, le but premier de la source, c'est pas qu'on soit ensemble. On se met ensemble pour accéder à la mission d'âme commune et pour évoluer dans la complétude totale. On reforme l'œuvre cosmique originelle pour le coup, avant Big Bang. Pour ceux qui douteraient qu'il y a eu un Big Bang. Oui. Alors, pour répondre à Chloé, mais donc, même si ça avait encore un trait avec la nuit noire de l'âme, y a-t-il une vie commune possible avant de plonger dans la nuit noire de l'âme? Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. La séparation physique peut effectivement, dans ce genre de situation, enclencher la nuit noire de l'âme. Oui, tout à fait. Ou la nuit noire de l'âme s'enclenche parce qu'il y a problème dans le couple et donc, effectivement, il y a donc séparation. Le runner se met à avoir une énergie tierce, ça devient très compliqué, effectivement, de continuer ou d'enclencher un travail sur soi et de continuer à fermer les yeux, oui, tout à fait. Mais là, ça demande justement l'enclenchement du travail flamme jumelle, quoi. C'est qu'avant, on était trop dans la relation que trop terrestre, quoi, traditionnelle. Oui, c'est souvent, enfin, en tous les cas, je le comprends ô combien. C'est à ce moment-là, en fait, que se déclenche, donc, à la fin de cette relation de vie commune, avant le travail des blessures, que commence vraiment, en fait, le parcours des combattants. Oui, il a pu commencer avant. Il a commencé dès le début, bien sûr, dès la reconnexion, bien sûr. Mais c'était trop, j'ai presque envie de dire, c'était trop fleur bleue, c'était trop gentillet, quoi. Ce parcours n'est pas un parcours sympa à la base, hein. Pour le couple en lui-même, c'est hard, quoi. C'est quelque chose de très très lourd. On ne veut pas être flamme jumelle. On l'est ou on ne l'est pas, mais quand on ne l'est pas, faut pas vouloir l'être, quoi. C'est un parcours qui est hyper ardu, quoi. Il faut vraiment avoir les reins assez solides et on s'est incarné pour ça. Notre groupe d'âmes savait avant incarnation, avant réincarnation, qu'on en était capable. On l'a acté, quoi, avant de se réincarner. C'est pas quelque chose qu'on choisit, boum, on est déjà incarné et puis bah, tiens, ouais, ce serait sympa. Oh bah, je vais être flamme jumelle, tiens. Non, 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 c'est pas possible comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et la conscience dans tout cela? La conscience de quoi? Précision, Sylvie, s'il vous plaît. La conscience de quoi? D'être en parcours, d'être quoi? Ce serait bien qu'on nous précise la question. Mais donc, effectivement, c'est un parcours, c'est un long fleuve, pas tranquille. Pas tranquille du tout, mais en même temps qui aboutit aux eaux calmes. Donc, c'est ça qui est génial.
mais avant d'arriver au Zoukal, il y a effectivement beaucoup de… Des chutes, vertigineuses, hein, des fois. C'est des chutes du Niagara. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on en passe par toutes les couleurs. Et ô combien c'est un parcours d'évolution personnelle, de foi, et très lourd parcours, mais tellement évolutif grâce à Perle. Non, la gratitude, c'est adorable. Et donc oui, c'est un parcours vraiment tellement magnifique et tellement beau. Et non, jamais ça n'est un parcours avec des êtres qui sont mal intentionnés, ou c'est un parcours où il n'y a pas effectivement comment dire, de mal attention en fait dans ce parcours. Non, mais c'est vrai que certains runners, certains chasers peuvent réagir très durement par moment par rapport à certaines attitudes de leurs runners. Et sans vouloir ensuite. Le chaser est quelqu'un d'entier et d'authentique. Hein. Et donc, effectivement, par moment, le chaser peut être très blessé et réagir trop vivement pour le runner. Par contre, certains runners peuvent être parfois violents. En tout cas, il y a toujours, quasiment toujours, de la violence verbale du côté du runner, voire à minima de la maladresse que le chaser va ressentir comme de la violence. Ça va venir le violenter comme pas possible dans son tréfonds. Il y en a qui peuvent être violents physiquement. Maintenant, il faut bien reconnaître qu'avec la blessure de rejet du côté du runner, va de pair, je le dis toujours dans les capsules relatives aux flammes jumelles et aux âmes sœurs sacrées, va de pair le respect. Et le runner, c'est quelqu'un qui peut tomber dans des addictions. Très fréquemment, va avoir des addictions. Et durant ces addictions, peut perdre les pédales. Donc, ça peut expliquer aussi certains manques de respect. Quoi comme addiction, par exemple, que tu as déjà… Quelles addictions ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, drogue douce, drogue dure, ça peut être le jeu, ça peut être le sexe. Quand je dis le sexe, vraiment des choses très complexes, hein, très complexes. Après, je pense qu'on en a fait le tour, hein, des addictions globales. Hein. Pas mal. Après, bon, il peut y en avoir peut-être d'autres auxquelles je ne pense pas, mais effectivement, le runner est quelqu'un qui va assez facilement sombrer dans l'addiction parce que ne se respectant pas et parce que ayant peur de trop se laisser aller auprès de son autre notamment, à dire des choses qui dépasseraient son contrôle en quelque sorte et qui montreraient ce qu'il a dans son fort intérieur. Donc, en mettant des masques, ça finit effectivement par devenir très blessant pour lui et donc il tombe assez facilement dans les addictions. Maintenant, le runner peut tomber dans les addictions bien avant la reconnexion à son autre, bien évidemment, justement parce qu'il va chercher son autre et qu'il ne sera pas heureux avec d'autres personnes, évidemment. Et ça l'emmène dans des addictions. Et quand va-t-il en fait arrêter en fait, voilà, de toutes ces addictions? À quel moment? Est-ce que ça a un lien aussi avec cette fameuse chape de béton qui est entre son chakra couronne et son troisième œil? C'est ça. Mais là, on n'est plus dans la nuit noire de l'âme, on est vraiment en seconde partie de parcours et on va enclencher la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Donc, on sera passé donc après la nuit noire de l'âme en pré-réunion. La pré-réunion, c'est la partie la plus courte, hein, généralement. Hein. Ça peut durer entre quelques semaines et quelques mois. Ensuite, on va passer en seconde partie de parcours et donc on va aller sur la première passerelle, donc de la première à la seconde partie de parcours. Et à partir de là, on enclenche la réunion vers la vie commune. La réunion vers la vie commune peut durer sur un parcours court, comme diraient certains, donc 8, 10, 12 ans, peut durer quand même quelques années. Hein. Et puis ensuite, on va aller sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Et cette passerelle peut durer plusieurs années également. Et c'est durant cette période, durant cette passerelle, quand nous sommes sur cette passerelle, donc chaser comme runner, que le runner va
sortir de son hébétude en quelque sorte, hein, va faire péter sa chape de béton et va se réveiller. C'est le réveil du runner. Et au bout de ce réveil, le runner prend conscience effectivement qu'il doit se respecter, va souvent arrêter ses addictions, va arrêter ses addictions, prendre conscience qu'il doit les arrêter à minima, et donc réussir à finir par devenir authentique pour pouvoir aller chercher son autre. C'est tout le but en fait. Lâcher les addictions qui gangrènent et engendrent, le confortent dans la peur en quelque sorte, de ne pas être à la hauteur, et donc le conforte dans son rejet, dans sa blessure de rejet, pour aller vers l'authenticité et en arrêtant ses addictions, prendre conscience qu'il peut aller chercher son autre parce qu'il n'a plus peur de se faire rejeter, parce qu'il est à la hauteur. Oui, il y avait encore comme addiction le travail et le sport, effectivement. Ça n'avait pas été cité. Mais... Oui, mais j'aurais tendance à dire, pour le coup, le travail, ça peut être aussi une addiction du chaser. Le sport également. Ce ne sont pas des addictions spécifiques au runner. Dans ce cas-là, je ne parlerai pas d'addiction pour le chaser. Même si ce sont des échappatoires. Oui, des échappatoires. Moi, j'appellerais plutôt ça des échappatoires. Oui, merci à toi, Fabienne, c'est exactement ça. C'est ça. Ok, je vois encore beaucoup de questions. Par exemple, sur la reconnexion, est-elle nécessairement très forte énergétiquement ou est-elle plus douce, conviction intime, impression de savoir qui est cette personne? Les deux, ça va dépendre si on est chaser ou runner. Et si on est féminin sacré ou masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées, parce que c'est pareil, les âmes se reconnaissent. Ça va être celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, pour qui ça va être le plus fort, la reconnexion. Alors, du côté de la blessure d'abandon, on peut aussi avoir une reconnexion forte, hein, et reconnaître que l'âme reconnaisse son autre ou qu'on soit attaché d'emblée à son autre. Mais j'aurais tendance à dire c'est plus doux généralement du côté du chaser ou féminin sacré. Du côté du runner, c'est le runner qui va harponner son chaser. Hein. Donc le runner, lui, l'âme reconnaît et le runner sait que c'est cette personne. Ça va être la seule fois pour le runner où il va courir après quelqu'un, quoi. Ça va être son chaser. Homme comme femme, hein, les runners. Tandis que du côté du chaser, généralement, c'est plus doux, voire ce serait presque une fuite parfois pour le chaser, j'ai presque envie de dire. C'est juste, oula, c'est quoi ça? C'est pas du tout mon type de personne. Non, non, stop, stop, stop. Et en fait, oui, bien sûr. Après, le chaser se fait harponner, bien sûr, par son runner. Et puis, pourtant, on dit que le runner, on a l'impression qu'il ressent moins, en fait, justement, cette relation. Non, il ne veut pas la ressentir après parce qu'il est dans le déni et parce qu'il a sa chape de béton entre le troisième œil et le couronne dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Mais heureusement, dès la reconnexion, le runner très intuitif, beaucoup plus intuitif que le chaser, dès la reconnexion, a tout capté. Et donc, il va se mettre à courir après son chaser pour le harponner. Une fois que le chaser est harponné, là, c'est le chaser qui va se mettre à courir après le runner, hein, parce que le runner, il se met à fuir, il a trop peur de ne pas être à la hauteur. Mais par contre, tant que le chaser n'est pas harponné, le runner sent que c'est la personne de sa vie, l'âme le sait, et le runner, c'est ce qui va lui permettre de garder la tête hors de l'eau tout au long du parcours, c'est de savoir qu'il finit avec son autre finalement. Donc, le runner est beaucoup plus intuitif encore que le chaser, même si il est dans le déni, quoi. Là. Oui, donc il y a en fait encore d'autres questions comme c'est quand la fin? C'est quand la fin de ce parcours? Comment dire? La fin du parcours, c'est quand on n'est plus, quand on s'en va. Voilà. Quand on est dans la fusion. C'est quand la fin du parcours? Quand on est dans la vie commune, après travail des blessures et qu'on est dans la fusion et tout, on est toujours dans le parcours. Hein. Le parcours flamme jumelle, c'est après il y a la mission d'âme commune. Hein. On reste dans le parcours jusqu'au bout. Même abouti, on est toujours dans le parcours jusqu'à la fin.
Et quand il y en a un des deux qui part avant l'autre, et qu'on est dans la fusion, je parle là vraiment quand on a fusionné, l'autre continue et il est soutenu par celui des deux qui est parti. Hein. Les deux âmes étant totalement en interaction permanente puisque l'œuf cosmique est reconstitué, il y a vraiment le fait que celui qui part va attendre celui qui est encore terrestrement parlant présent, de façon à finir ensemble la mission d'âme commune. Les âmes sont bien totalement imbriquées ensuite, les deux demi-âmes. Donc, c'est quand la fin, quand on n'est plus, quand on s'en va, quand on a fini notre tour de roue. Quand l'un des deux s'en va aussi. Eh bien, l'autre reste, celui des deux qui s'en va, l'âme, la demi-âme va attendre et va justement continuer. La mission d'âme commune reste, perdure. Donc, celui qui est encore présent terrestrement parlant, qui est encore incarné, va ressentir son autre. Les âmes sont imbriquées, les deux demi-âmes sont imbriquées. Et donc, va continuer la mission d'âme commune. Comme si son autre est toujours là. As-tu encore des choses à dire aussi sur les 5 blessures de l'âme? Alors, sur les 5 blessures, oui, parce qu'on a parlé de la blessure d'abandon et la blessure de rejet, mais on a laissé de côté les 3 autres. Humiliation, trahison, injustice. En fait, humiliation, trahison, injustice, ça forme le gros pourcentage de la blessure d'abandon. On peut le prendre comme on voudra, qu'on en prenne une séparément, qu'on les prenne par 2 ou qu'on prenne les 3 en bloc. Ça forme le gros tout de la blessure d'abandon. Quand on se sent humilié en tant que chaser ou féminin sacré, on se sent abandonné. Quand on se sent trahi, on se sent abandonné. Quand il y a de l'injustice, on se sent abandonné. Donc, ça forme le gros pourcentage de la blessure d'abandon. Ceci étant dit, tu évoquais quelque chose tout à l'heure, Fabienne. Tu disais que dans le livre de Lise Bourbeau, humiliation, trahison, injustice, etc., elle en parlait, mais pas pour les flammes jumelles. Moi, je rajouterais quelque chose. Le runner peut ressentir les blessures que son chaser va travailler avec d'autres personnes, que ce soit amicales ou sentimentales ou même familiales. Le runner peut ressentir les blessures de son chaser, mais il ne va pas les vibrer. Le runner peut ressentir une profonde injustice pour tout un tas de choses. Le runner peut ressentir de la trahison par des énergies tierces qui vont le trahir. Le runner peut ressentir de l'humiliation dans tout un tas de situations. Et il comprendra à partir de là ce qu'il fait vivre à son autre chaser. Le chaser peut ressentir le rejet aussi par moment pour comprendre que son autre runner travaille quelque chose de très douloureux. Parce que j'entends très souvent dire effectivement, oui, mais pour le runner, c'est facile, il vit sa meilleure vie. Hein. Ah oui? Non, pas du tout. Le runner est très malheureux. Il sait qu'il blesse son chaser et il ne sait pas comment faire autrement parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. C'est quelque chose de très souffrant. Et donc, effectivement, plus le chaser va se dire et être persuadé qu'il n'y a que lui qui souffre, que son runner ne souffre pas, plus la source va lui montrer ce que c'est que la blessure de rejet. Mais par contre, on ne le vibrera pas en tant que chaser. Tout comme le runner ne vibrera pas la blessure d'abandon. Oui, et puis, on peut vivre les 5 blessures. Et la blessure de rejet, la vraie blessure de rejet, et non celle expliquée dans le livre de Lise Bourbeau, on peut les vivre quand on n'est pas flamme jumelle ou quand on n'est pas âme sœur sacrée. On peut vivre des situations où on est blessé, effectivement. Mais ça n'est pas ce qu'on est venu travailler. Donc, ça peut effectivement nous blesser. Mais comme ça n'est pas ce que l'on est venu non seulement travailler, mais ce que l'on est venu ressentir pour le faire évoluer en nous, ça finira par nous glisser un peu dessus quand même. On passera à autre chose. Tandis que quand on doit le travailler,
Oui, Ceux non, qui nous entendent le savent, hein, voilà. Quand on doit le travailler, il faut absolument le travailler, on n'a pas le choix. Et c'est loin d'être facile. Ouais. Oui, c'est ça. Avant même de savoir être en parcours flamme jumelle, donc ben, c'est sûr que je savais que j'étais dans la dépendance affective et dans la blessure d'abandon. Et effectivement, ben, c'est pour ça que j'avais acheté à l'époque ben, le livre de Lise Bourbeau qui parlait effectivement des 5 blessures pour comprendre ce que j'étais en train de vivre. C'est seulement après, effectivement, que j'ai compris le mode d'emploi et comment, en fait, ô combien j'étais loin d'avoir tout travaillé. Oui, bien sûr. Malgré le livre et le travail que j'avais fait en développement personnel sur moi-même et avec la PNL et tous les outils mais voilà, que j'avais utilisés à l'époque. Mais c'est un peu, enfin voilà, c'était une mise en bouche. Voilà, bien sûr, une prise de conscience, une mise en bouche. Ouais. Mais c'est effectivement mais à la rencontre, à la reconnexion de mon autre, effectivement, que j'ai travaillé la première fois enfin, la blessure d'abandon. C'était déjà travaillé et mis un non. Parce que à chaque fois qu'il vient pousser sur le bouton pour faire quand il y a des allées et venues et puis qu'il vient tester, eh bien, ô combien c'est encore douloureux. Et donc j'imagine que notre blessure, elle était bien grande, bien béante, et qu'à chaque fois, bien costaud, ouais. il vient pousser dessus, non pas pour le plaisir, mais pour nous faire évoluer, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oh non, ça n'est pas pour le plaisir, hein. Vraiment, en aucun cas, le runner s'amuse quand il blesse son chaser, hein. C'est toujours des fuites et en fait, ce sont des fuites et c'est une immense blessure qu'il s'ouvre à lui-même, hein, le runner, hein. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. Ça n'est jamais facile. Eh bien, ça promet. Alors, ce fameux, comment dire, discours et ce New Age. Alors, ce qui me faisait justement, ce qui me titillait, c'est que le New Age, ben, c'est une grande, voilà, c'est un grand sujet. Et j'ai l'impression, en fait, aussi qu'on met tout dans le New Age. En fait, ben, c'est vraiment tout ce que ben, on n'a plus envie d'entendre, ou bien tout ce qu'on ne tolère plus, ou tout ce que, enfin, voilà, on rejette un certain moment, on met, enfin, voilà, dans la partie New Age et au même, enfin, voilà, le sujet et ce parcours qui est un magnifique parcours, on le met aussi ben, voilà, dans la coupe New Age. Alors, pour toi, Perle, enfin, c'est quoi le New Age? Et comme tu disais enfin, tout à l'heure, il y a aussi le nouvel âge pour effectivement notre compréhension, mais c'est pas ce kitsch. Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, le New Age? Et pourquoi, en fait, le flamme jumelle, ben, on ne le met pas dans le package New Age ou c'est quoi pour toi? Ou alors on le met. Ou on le met Pour moi. dans le vrai Mais New Age? dans le vrai New Age. Dans le vrai New Age. Quand effectivement nous entendons c'est New Age, il y a une connotation, il y a toujours un côté péjoratif. C'est mauvais. C'est quelque chose. C'est kitsch. Voilà, d'employer le terme, c'est exactement ça. C'est kitsch. Non, c'est pas ça le New Age. Le vrai New Age, ça veut dire nouvel âge, hein, je ne vais pas vous l'inventer, il n'y a pas grand-chose à traduire. Hein. En fait, nouvel âge, ça signifierait que à l'époque du Christ, alors c'était New Age. Il changeait le mode de fonctionnement, il amenait quelque chose de nouveau. Nous sommes en train d'amener quelque chose de nouveau 2000 ans après, une nouvelle façon de penser et sortir du carcan dans lequel les États ont voulu nous mettre. Caligula. Tous les États, les uns après les autres, et quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la religion, on a voulu nous mettre dans des chemins, dans des carcans pour baliser les populations en quelque sorte. Ça peut se comprendre pour que l'on puisse avoir des modes de fonctionnement civils pour que les civilisations puissent s'équilibrer, que l'on puisse avoir des limites, en quelque sorte, à mettre aux êtres humains, on a
baliser les chemins de façon à encadrer ces limites dans des religions et dans des façons de penser. Quand on essaie d'en sortir pour faire progresser toute l'humanité et tout Gaïa, tout Gaïa, même pas que l'humanité, tout règne du vivant confondu, ça devient New Age alors. C'est sortir en quelque sorte, le New Age, c'est sortir du formatage qui nous empêche d'évoluer. Alors, tout ce qui va nous permettre de sortir de ce formatage, y compris les scientifiques, ça va être New Age alors. Le New Age, c'est quelque chose, c'est le nouvel âge, quoi. C'est ce qui nous permet d'avancer. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que l'on vous raconte sur l'histoire, sur les religions, c'est ce qui s'est passé, c'est la vérité? Est-ce que vous êtes sûr que si on en reste à croire que on en reste à brancher nos appareils, par exemple, sur l'électricité, il n'y a pas quelque chose d'autre que l'on pourrait trouver comme évolution pour, pour, pour avoir une énergie plus propre, une énergie plus fiable et une énergie permanente. Par exemple, l'énergie du point zéro. Alors, ceux qui travaillent sur la recherche de l'énergie du point zéro, c'est New Age alors. Le New Age, c'est l'évolution, c'est le nouvel âge. Et alors, en ce moment, pour sortir effectivement du Kali Yuga, ben, c'est sûr qu'on arrive dans une nouvelle ère, dans un nouveau mode de fonctionnement. Donc, on est tous New Age si on veut sortir du carcan. Plus vous sortez de la matrice, plus vous êtes New Age. Ah bah oui, mais je suis contente, moi, de sortir de la matrice. Je suis contente d'être New Age. Alors, ça va, ça me va très bien. C'est ça, le New Age. C'est oser sortir de la matrice, finalement. Ouais. À mon sens. Aujourd'hui, on met tout, enfin, on entend tout, hein, on met les flammes jumelles, on met le fait de mettre des bougies, d'avoir un hôtel, d'avoir des photos religieuses, enfin, on met tout, voilà, ça c'est New Age, enfin, c'est vraiment pour moi Moi, au risque de choquer, je dirais, il y a le New Age, c'est-à-dire les personnes qui veulent faire évoluer les choses, la Terre, le monde. Et puis, bah, il y a les charlatans à côté de ça, dans tous les domaines, hein, n'importe où. Ça, oui, effectivement, bah, on va les appeler les charlatans. Pourquoi les appeler New Age? Le New Age, c'est sortir du mode ancien pour aller vers un mode nouveau. Point barre. Ouais, ça, c'est New Age, ouais, c'est génial. Et c'est vraiment tout à notre honneur de se dire en quelque sorte que ben, nous mettons notre pierre à l'édifice pour voir les choses évoluer. C'est génial. Alors, qu'on vienne nous dire le New Age, c'est le mélange des civilisations, des cultures et des religions. Ben, mais dans chaque religion, il y a des choses bonnes et dans chaque religion, il y a eu des blocages. Dans chaque religion, il y a des choses à prendre. Dans chaque religion, il y a des choses qui, en les mettant ensemble, de différentes religions, vont nous permettre d'avoir un éclairage nouveau sur ce qu'est réellement la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, le grand bâtisseur, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est exactement ça. C'est avoir une vue d'ensemble, en quelque sorte, sur l'évolution. C'est très occidental aussi et très lié, enfin, voilà, au XXe siècle. Ouais. Tout ce qui rapproche en fait la spiritualité, alors que les flammes jumelles, ben, c'est bien avant le XXe siècle. Ah oui, oui, effectivement. Oui, les flammes jumelles, oui, oui, c'est largement avant, oui, ça remonte effectivement. À partir du moment où on a eu suffisamment d'incarnation et de réincarnation pour s'être nettoyé et avoir évolué, on n'a plus besoin de s'incarner. Donc effectivement, là, on va avoir toutes les chances d'avoir une incarnation, on va retrouver son hôte. Donc ça fait des lustres ça fait des éons qu'il y en a qui se retrouvent. Oui, effectivement, on est loin d'être les premiers, hein, bien sûr. Par contre, on est en train de changer d'air. Et ça, c'est New Age. C'est tout aussi. Mmh. On n'a pas encore les repères de la nouvelle ère dans laquelle nous évoluons, l'ère du Verseau, et nous n'avons pas encore les repères des dimensions dans lesquelles la source nous fait aller aussi en repassant dans cet anneau de photon en ce moment. Quand je dis en ce moment, on a pour 2000 ans, hein, on a le temps de s'y habituer. Ouais. Mais l'ère du poisson était déjà
à l'époque du New Age. Enfin, Absolument, c'est ça. Jésus, il était New Age, c'est ça. C'est ça. Puisque l'ère des poissons a effectivement commencé avec l'avènement de Jésus-Christ, hein, bien sûr. D'où le miracle des poissons, hein, bien sûr. Hein. Je trouve ça absolument extraordinaire comme symbole. Quel symbole, quoi. La démultiplication, le foisonnement, hein, nourrir toute cette population avec les poissons. Je trouvais ça extraordinaire, quoi, comme symbole. C'est géant, quoi. et l'ère des poissons. L'ère du poisson, c'est ça. L'ère du poisson qui s'enclenche à partir de là. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire. Mais... C'est ça le New Age, en tout cas, à mon sens. Encore une fois, ça reste ma vérité. Hein. Je ne sais pas si c'est la tienne, Fabienne, mais en tout cas, ça reste la mienne. Hein, ouais. Ben, j'ai un peu la même définition, mais en même temps, c'est justement pour ça que j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui, parce que j'entends tellement, en fait, de personnes qui utilisent le New Age péjoratif. Ouais, c'est péjoratif. Il y a un côté péjoratif. De façon péjorative, mais en même temps pour tout. Hein, donc, les flammes jumelles, c'est New Age, oui, enfin, toute la spiritualité, enfin voilà, ou tout ce qu'on en fait, les oracles, le chamanisme, hop, tout ça c'est New Age. Et puis, enfin, on met tout à la sauce New Age. Enfin voilà, c'est le nouveau terme aujourd'hui. Et comme je disais, quand on ne sait pas quoi en faire ou quand on n'adhère pas ou on n'adhère plus, hein, donc à quelque chose, pof, on dit non, ça c'est pas bien. Enfin voilà, c'est New Age. Donc voilà, c'est vraiment comme tu dis péjoratif, alors que c'est comme on pourrait le définir en nouvel âge. Qui est effectivement plutôt signe d'évolution et de renouveau. Voilà. C'est ça, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est vraiment permettre au vivant, j'allais dire à l'être humain, oui, bien sûr, mais au règne du vivant, de s'exprimer enfin différemment. Même les animaux, on se rend compte vraiment de changements. Quand on observe les animaux, on se rend compte de changements chez eux aussi. Alors, les animaux aussi sont New Age. Ah ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. OK. Les végétaux aussi, sans doute. Il faudrait les observer peut-être. Ceux qui les observent plus, faudrait que vous nous en fassiez vos retours, parce que effectivement, dans ce cas-là, tout l'être du vivant qui s'incarne et se réincarne est New Age en ce moment, hein, effectivement. Quand je dis en ce moment, encore une fois, on est là pour un bon moment, quoi. Donc voilà, on est vraiment dans un monde qui est Gaïa est en pleine évolution, quoi, et en transition totale. Ouais. Oui, on est vraiment au tout début, en fait, voilà, de notre transformation, de notre évolution dans cette nouvelle ère, qui est l'ère du Verseau. Donc, même si ça a commencé en 2012, mais enfin, voilà, sur l'échelle de 2000 ans, enfin, on est vraiment au tout début. Et pourtant, on en sent quand même déjà enfin, voilà, cette évolution, cette transformation, enfin, voilà, dans nos corps. Et on le voit dans différents aspects déjà aussi de nos vies. Peut-être pas chez tout le monde, ça ne se conçoit pas chez tout le monde et ça ne se ressent pas encore chez tout le monde, mais en tous les cas, j'observe quand même comment en fait on évolue déjà depuis quelques années et très fortement. J'ai eu cette impression depuis 2020. Il y a eu comme, en tous les cas, de mon point de vue, vraiment une grosse avancée, du moins que j'ai pu observer vraiment de cette évolution dans l'ère du Verseau. Oui, et l'ère du Verseau va nous permettre d'aller de plus en plus vers l'unicité. Avant d'atteindre l'unicité, bien, il faut bien que la dualité s'exprime à plein. Depuis 2020, c'est ce qu'on vit. Dualité à plein. Oui, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler. Et d'ailleurs, on le voit, on l'observe en consultation aussi, et puis au travers de nous-mêmes, enfin, ce que l'on vit, c'est cette évolution. D'abord, ce travail, donc cette unité, ce travail sur le un, donc d'abord cette unité et cette guérison de notre part féminine et masculine. Et puis, cette unicité en nous, et puis en même temps aussi, de plus en plus, j'observe aussi que on passe plus, voilà, de la
tête, enfin voilà ce qu'on observait avant, donc dans l'ère du poisson, on était très cérébral, et aujourd'hui, on arrive quand même plus à être dans le cœur. Absolument. Donc il y a des êtres vivants qui étaient bien sûr déjà largement dans le cœur, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on va de plus en plus vers l'amour inconditionnel aussi, oui, tout à fait. Oui. C'est aussi toute la recherche de l'évolution pour Gaïa, hein, et pour tout notre système solaire d'ailleurs. Hein. C'est pas que, et pour toute la Voie lactée, hein, comme on le présente bien sûr. Hein. Vraiment aller vers l'amour inconditionnel. Oui. Et c'est sûr qu'on n'évolue pas tous en même temps, donc c'est vraiment par vague. On a comme voilà, il y en a qui avancent avant nous, et puis nous on avance avant d'autres, et puis hop, c'est vraiment comme dans le livre de Dolores Cannon où elle parle des 3 vagues de volontaires. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vraiment ce cycle et ce mouvement de la vague. On a chacun un travail individuel et personnel, mais en même temps, voilà, on avance, on rayonne en fait aussi au fur et à mesure, mais notre propre lumière, et en même temps, on fait certainement de façon consciente et inconsciente avancer d'autres personnes juste en rayonnant notre lumière. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Mais tu parlais de livres, notamment le livre de Dolores Cannon. Moi, je dirais pour vraiment avoir un autre aperçu d'un point de vue autre, j'aurais tendance à conseiller les livres de David Perrault. Il en a fait plusieurs. Il en a écrit plusieurs, et il parle de l'évolution de la Terre, mais de l'évolution d'autres mondes aussi, et des mondes qui sont déjà plus évolués que la Terre. Je suis assez d'accord avec cette analyse, même si c'est romancé, je suis assez d'accord avec cette analyse parce que c'est très, très, très intéressant. Les livres de David Perrault, vous pouvez chercher, n'hésitez pas à les lire. Ça peut vous donner des idées, là, pour les fêtes de fin d'année, ça peut vous donner des idées de lecture. Repartez sur 2024 avec peut-être un autre point de vue. C'est dans ce genre d'évolution qu'effectivement, nous pouvons penser que la Terre va aller, effectivement. Qu'elle a déjà essayé d'aller d'ailleurs, hein, dans d'autres époques, hein, notamment avec les Atlantes, avec les Lémuriens, avec les Préadamites, etc. Puis à chaque fois, ça a échoué. Cette fois-ci, gageons que ça réussisse. On va tout mettre en œuvre pour que ça réussisse, tout simplement. Et puis, comme tu parles de 2024, qui est vraiment, on est vraiment à la porte de 2024, je dirais que 2024, ce sera l'année où on en fera ce qu'on est et ce qu'on veut vivre. Mais qu'est-ce que toi, tu peux dire de 2024, selon ton point de vue, et peut-être aussi par rapport à la numérologie ou c'est une année 8. C'est une année 8, oui, effectivement. Hein, 2024, quand on additionne 2, 2, 4, ça fait 8. Les années 8, ce sont des années de compréhension, des années aussi assez ancrées matérialité. Hein. Il y a un côté, on baigne dans la matière, hein, quand même, hein, en année 8. Hein. Alors ça va être dans la globalité. Moi, ce que je ressentirais, je l'ai évoqué dans des capsules il y a peu de temps, mais je reviendrai vers vous également pour en reparler. Mais là, aujourd'hui, pour en dire vraiment quelque chose, je ressens vraiment justement l'année des révélations. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a vraiment un tiraillement, et ça va s'accentuer entre ce qui peut être dit, ce qui doit être révélé pour faire avancer les choses, et que l'on entre dans une période beaucoup plus constructive pour Gaïa, hein, tout simplement. Hein. Et le besoin on dira pour l'état profond, on dira ça comme ça, d'ancrer les choses et de tout mettre en œuvre pour essayer de continuer à les masquer.
on sait les choses, elles sont révélées, mais on essaie encore de les masquer. Ça va être très compliqué. Vous allez ressentir de plus en plus, pour le coup, l'injustice, hein, mais globalement. Hein, et puis, il y a ce risque accru, à mon sens, au niveau de tout ce qui va être, tout ce qui va toucher l'aspect du pécunier. On va vraiment être dans une période à haut risque de faillite des banques et voire de faillite des États. Ceci étant dit, toujours rester très positif. Pour vous, c'est une année, pour tout un chacun, c'est une année de compréhension. On est en plein changement, de toute façon, de mode de fonctionnement sur cette Terre. Donc, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter plus que ça. Que tout explose, à un moment, on reconstruira sur des basses scènes, à minima. Par contre, vous, pour tout un chacun, hein, j'ai envie de dire, qui, dans votre indépendance, et dans votre entièreté, justement, ressentez que vous avez toutes les bases pour aller vers la meilleure version de vous-même et la compréhension de ce que vous êtes. Allez chercher dans votre tréfonds, analysez les choses, regardez où vous en êtes et surtout restez dans le présent. Le passé, c'est derrière nous, on ne pourra pas revenir dessus. C'est toujours le cas, bien sûr, le passé est dépassé, mais indépendamment de ça, on ne reviendra pas à d'anciens modes de fonctionnement. Donc, restez sur le présent et avancez pour vous avec ce que vous avez. Ça va être une année où vous allez vous restructurer. Moi, c'est ça que la source m'envoie depuis très longtemps, une restructuration en quelque sorte. Nous sortons d'une année où nous avons été amenés à nous intérioriser pour aller vers une année où nous allons pouvoir mettre en pratique, extérioriser et mettre en pratique ce que l'on a mâchonné en quelque sorte, on va le digérer pour le ressortir. Et donc, c'est une bonne année à venir pour ça. Une belle année de transformation. C'était 2023. Maintenant, vraiment, on passe à l'action. Aux révélations et à des nouvelles façons, en quelque sorte, d'envisager notre avenir. Là, on n'est plus à stagner et à dire, bon, c'est les autres qui le feront. Pensez à avancer pour vous. Prenez votre vie en main. Ça va être l'essentiel. Vous avez tout en vous pour prendre votre vie en main. Ça va être essentiel. Est-ce qu'il y a un message particulier pour les flammes jumelles? Est-ce que ça va être une année où la source a besoin de nous? Oui, la source a besoin de nous, effectivement. Le plus possible, bien sûr, réunis, mais on ne va pas pouvoir sauter, brûler les étapes, bien évidemment. Donc, qu'il y ait beaucoup de déblocage, oui, mais pas nécessairement pour aller à l'aboutissement, bien sûr. Hein. Ceux qui ont reconnecté il y a pas très longtemps, on ne peut pas brûler les étapes comme ça. C'est pas possible. Ceci étant dit, la source a vraiment besoin de nous en étant conscient de ce que nous sommes et de ce vers où nous allons. Et là, l'année 2024 va être essentielle en ce sens. Donc, beaucoup de reconnexion, beaucoup de déblocage, beaucoup de réunions, beaucoup de prise en main de la mission d'âme, vos missions d'âme séparées pour tout un chacun et les missions d'âme communes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déblocage. Ça, c'est certain. La source a vraiment besoin de commencer à mettre en place, terrestrement parlant, le fait que la Terre que Gaïa va vers l'unicité, quoi, et vers l'amour inconditionnel. Donc, faire rayonner aussi son amour inconditionnel, bien évidemment. Et du moment que des deux côtés, on fait réunir, là, on est dans l'amour inconditionnel, et puis il n'y a plus de raison que la dualité existe, donc les blessures ne sont plus présentes. On est dans l'amour inconditionnel. Point, barre, tout simplement. Et s'il y avait un message à faire passer, quel serait-il? Le message de la fin. Et rayonnez l'amour que vous êtes, rayonnez l'amour que vous ressentez en vous.
sentez combien vous êtes lumineux. Sentez combien le fait de rester positif, de sentir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein d'autres belles âmes autour de vous, doit vous permettre de garder la tête hors de l'eau, quelles que soient les circonstances. Ça n'est plus le moment de vous laisser aller à ne pas aller, c'est le cas de le dire. C'est le moment de sentir combien vous devez rayonner. Rayonner ce que vous êtes. Ça va être la seule chose qui va nous permettre d'avancer main dans la main. Secouer nos poussières d'étoiles. Par exemple, tu le dis de façon tellement belle. C'est ça. Comme la fée Clochette. J'adore. C'est ça. Donc, rayonnons, rayonnez. Oui, toutes ces énergies, toutes ces poussières d'étoiles. Et personnellement, si je pouvais encore faire passer un petit message, et je le dis et je le redis, c'est surtout quoi qu'il se passe à l'extérieur. Revenez à la maison, revenez vraiment dans votre centre-cœur. Et élevons-nous les flammes jumelles. Waouh! Et c'est ça, en fait. C'est revenir dans le centre-cœur, quoi qu'il se passe. Parce que je discutais encore tout à l'heure avec des mouvements de panique. Donc, quelqu'un qui me narrait en fait une histoire avec une prise, enfin voilà, un événement où il y a eu effectivement un mouvement de panique. Et à ce moment-là, on est vraiment perdu parce que chaque individu agit quand on est dans une situation de panique de façon très, très, très différente. Et pour moi, en fait, c'est vraiment dès que vous vous rendez compte qu'il y a, en fait, que ça dysfonctionne autour de vous, qu'il y a effectivement, que vous le sentez, que vous vous sentez effectivement pris de panique, respirez vraiment, prenez le quelques secondes pour respirer, pour revenir à l'intérieur de vous, rentrez, enfin voilà, dans votre maison, dans votre centre-cœur, revenez dans votre âme, prenez ce temps, quelques secondes pour être justement, pour pouvoir justement vous remettre en action de façon efficace par la suite. Parce que quand on est en panique, tout est possible et on agit effectivement de façon parfois tellement différente et parfois tellement incohérente dans ces moments-là. Et il y a aussi un message aussi pour cette fameuse année, mais qui est valable tout le temps et en tout son temps, c'est là où tu mets ton attention, tu mets de l'énergie. Alors, de grâce, mettez votre attention sur la lumière, sur tout ce qui est beau dans ce monde et là où vous voulez aller, et ne vous laissez pas happer par tous les messages qui peuvent rayonner à l'extérieur. Et surtout là où on veut vous amener, donc revenez encore une fois dans votre centre et mettez votre attention là où vous avez envie d'aller, et donc vers cette lumière. Et merci beaucoup à toi, Perle, d'avoir merci à toi. Cette invitation. Merci à toi. Merci à Sydney qui est aux commandes. Et puis, merci à toutes et à tous de tous vos messages. Et surtout, très, très belle fin d'année à toutes et à tous. Et profitez bien de ces quelques jours pour sentir combien vous faites le bilan sur votre année et repartez sur des bases saines, dans le cœur. Dans le cœur, dans l'amour, oui. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour à vous tous et rayonnons effectivement nos poussières d'étoiles et rayonnons notre amour. Et effectivement, bien sûr, les flammes jumelles vont décupler effectivement aussi ce rayonnement. Donc, c'est ce que l'on souhaite pour cette année 2024. Donc, merci à toi, Perle. Merci à vous toutes et tous de votre présence. Merci à Sydney d'avoir eu la patience d'être là. De nous supporter toutes les deux. Ah ouais. Supporter toutes les deux. Et donc, à tout vite. Et très belle fin d'année à toutes et à tous. On vous embrasse. Takaya Renao.